Le rapport qu'on a réalisé avec IED sur l'hydroélectricité, il nous a conduit à réaliser un très gros volume d'entretien avec la plupart des acteurs de la filière hydroélectricité et puis à visiter un certain nombre de sites également. Et je pense qu'on a réussi à avoir une vision globale de l'ensemble de la problématique hydro. Et on a été nous-mêmes surpris par les résultats et la profondeur des résultats qu'on a pu obtenir, qui mettent vraiment sur le devant de la scène cet enjeu qui est assez méconnu du public, mais qui est pourtant essentiel dans le cadre de la transition énergétique qu'on va devoir vivre. Le but de l'expertise, c'était de mettre en avant les risques que font courir les orientations politiques actuelles sur le système électrique en général et en particulier sur l'hydroélectricité, la place de l'hydroélectricité dans le système électrique français. Ce ne sont pas des équipements comme les autres, en fait. Ce sont des équipements totalement atypiques dans l'univers de la production. C'est une énergie qui est territorialisée. C'est-à-dire qu'un barrage hydroélectrique a un impact sur toute une vallée, jusqu'à la mer. Et donc la production qui se passe à un endroit va avoir un impact sur des centaines de kilomètres en aval. Et donc ça oblige à une gestion intégrée, à une gestion cohérente, et une gestion cohérente des différents usages de l'eau. L'hydroélectricité, c'est l'énergie indispensable pour l'équilibre de notre production énergétique. La production d'électricité aujourd'hui, c'est le nucléaire qui assure 75% de la production. Ce sont aussi les énergies renouvelables avec de l'éolien et du photovoltaïque. Et l'hydraulique est là pour assurer la cohérence de ce système puisqu'on peut déclencher la production d'électricité très rapidement. Et très souvent, les optimisateurs du réseau font appel à l'hydraulique pour répondre à une demande immédiate. L'exploitation des aménagements hydrauliques est soumise par deux règles. Donc il y a les petits aménagements, les petites installations qui appartiennent à des privés qui, elles, sont soumises à autorisation et dont ils sont propriétaires des installations. Et puis les grosses installations, les gros barrages, les gros aménagements qui, eux, sont soumis à concession. Et ces concessions ont été, du moins ces aménagements ont été construits par les opérateurs en charge de les exploiter, mais ils ont été financés par les Français au travers de leur facture d'électricité. Donc aujourd'hui, ces aménagements appartiennent à la nation et aux Français. Alors, le parc hydroélectrique d'EDF est soumis en fait depuis plusieurs années à une injonction d'ouverture à la concurrence de ses concessions. Cette injonction, elle induit des difficultés pour EDF qui évolue dans un champ réglementaire qui est extrêmement complexe. Et en fait, lors des négociations autour de la directive européenne sur les concessions, la France elle a eu l'occasion d'exclure les barrages de la concurrence et de sécuriser en même temps le régime juridique qui est applicable aux concessions hydrauliques françaises. Mais contrairement à la majorité des membres de l'Union européenne, en fait, elle n'a pas saisi cette occasion parce que l'État français a en fait proposé de privatiser ces concessions hydrauliques en contrepartie de la bienveillance de la Commission européenne sur ses écarts budgétaires, notamment au regard des critères de Maastricht. La transformation du statut juridique d'EDF d'EPIC, donc établissement public à caractère industriel et commercial, en société anonyme, fait que aujourd'hui la France risque de perdre l'exploitation de ces barrages et au titre des textes français que l'Europe nous demande de respecter et d'appliquer. Et dans ce contexte, en fait, ce qu'on voit, c'est que les multiples évolutions réglementaires des 20 dernières années ont conduit en fait à ce que la France et ses installations hydroélectriques se retrouvent progressivement piégées entre d'un côté le droit communautaire et de l'autre sa propre législation. Et donc il n'est pas du tout sûr, et ça je pense que très peu de gens le savent, que EDF demain continue d'exploiter nos barrages, et il est même
tout à fait possible et probable que si on mettait en concurrence, d'autres opérateurs viendraient exploiter nos barrages. Et donc, est-ce qu'on est prêt à remettre les deux biens essentiels que sont l'eau et l'électricité dans les bras d'opérateurs qui n'auraient pas forcément comme intérêt celui de la préservation de ces deux biens essentiels à la nation, mais qui auraient comme intérêt de faire du profit? Et ça, c'est une question essentielle qui doit être mise sur le devant de la scène et qui doit être médiatisée. On est passé en quelques années, très peu de temps, d'un industriel qui cherchait à avoir les meilleurs rendements et turbiner la moindre goutte d'eau, à un industriel, à une business unit. Dans le rapport, on met en évidence le fait que la libéralisation du marché de l'électricité, ça veut dire concrètement qu'on passe d'un système intégré où il y avait un seul chef d'orchestre qui gérait de la production d'électricité en amont jusqu'à la distribution, la consommation en aval, à une multitude d'acteurs et d'opérateurs et d'intermédiaires qui vont sur le marché et dont une partie est là uniquement pour spéculer sur de l'électricité qu'ils ne produisent pas. Dans tout ça, la flexibilité qui est demandée sur les marchés, c'est un impact direct sur la flexibilité et la flexibilisation de l'outil industriel sur les centrales à qui on demande d'arrêter, démarrer de façon très abrupte et incessante avec un rythme du coup d'usure et de sollicitation des machines important, et ça a une conséquence bien évidemment sur les agents, sur leurs conditions de travail qui sont dégradées et sur les contraintes et les arbitrages qu'ils sont amenés à faire au quotidien dans leur travail. En passant d'une culture et d'un système où tout était intégré à une culture financière, en fait, on est dans une perte de sens du travail. Donc, il y a des désorganisations qui sont déjà constatées aujourd'hui. Et une des craintes majeures, c'est de perdre notre savoir-faire. Et c'est également que nos ouvrages, la sécurité de nos ouvrages et la sûreté de nos ouvrages soient mises en péril. L'expertise hydraulique a pointé le délitement de notre tissu industriel. Pourquoi ? Parce que EDF a mené une politique de stop and go. Une année, j'investis, ou j'investis pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ensuite, je réduis mes investissements. Et que se passe-t-il du côté des industriels? Eux, ils perdent un savoir-faire. En France, on n'a plus une entreprise qui va savoir créer un groupe de production. On n'a plus une entreprise qui va savoir maintenir une galerie souterraine en béton. Et ça, on le rencontre sur l'ensemble des matériels de notre parc hydraulique. Dans l'expertise, on fait ressortir que depuis 20 ans, le basculement d'une culture technique qui nécessitait d'évoluer à une culture plus que financière nous pose un certain nombre de questions et aujourd'hui, elle n'est pas sans incidence sur la sûreté et la sécurité des installations. Alors quand je dis sûreté et sécurité des installations, c'est tout l'entretien qui peut être programmé, qui aujourd'hui est décalé en fonction des coûts de l'énergie et des utilisations des machines. Donc ça peut se traduire par des machines qu'on use prématurément. Ça peut se traduire par des problématiques sur des conduites, sur des vannes qui n'ont pas eu l'entretien. Et ça, quand on dit sûreté, on est quand même des outils qui sont des barrages hydrauliques, qui sont surveillés de manière sérieuse, mais qui ne sont pas à l'abri de difficultés ou de problématiques techniques. Donc on a besoin de faire un entretien régulier, programmé, et que chaque fois qu'on décale un entretien, c'est autant de risques qu'on prend sur la sûreté de l'installation. Sûreté des installations, entretien, et la sécurité, c'est un être humain. Il n'y a que l'être humain qui peut faire les manœuvres nécessaires, et y compris les préfectures imposent que ce soit des manœuvres faites visuellement par les êtres humains. Dans le rapport hydraulique, ce qui est aussi pointé, c'est la tension que nous pouvons avoir sur nos effectifs, qui est une tension alarmante, puisque qui dit effectif dit savoir-faire et dit technicité. Dans la perte de connaissances que l'on perd, c'est l'historique de la maintenance et des investissements qui sont faits sur nos installations. Du fait de la mise en concurrence, les employeurs des industriels de l'hydraulique font une recherche de maximisation de profit et qui va s'accompagner de plusieurs conséquences.
La première, c'est une utilisation du parc qui est différente de celle qui est préconisée par les fabricants pour répondre justement aux exigences du réseau et donc cette fameuse sursollicitation. Et à la sortie, la maintenance n'est pas forcément assurée et on voit une dégradation générale de l'état du parc. L'inspecteur sûreté écrit une autre recommandation phare qui est celle de créer un projet national de maintenance sur la sûreté hydraulique. Il dit même dans son rapport sûreté qu'il faut le faire de toute urgence. Il faudrait mettre de l'investissement sur le parc de production actuellement pour répondre justement à la dégradation de son état, mais l'employeur, à cause du risque de mise en concurrence, ne veut pas faire ou minimise l'investissement qu'il fait. En tout cas, l'investissement n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait pour maintenir le parc en état. Le CIH, qui est notre centre d'ingénierie hydraulique, a estimé que pour remettre à niveau notre parc hydraulique vieillissant, il faut investir 10 milliards d'euros sur 10 ans. L'énergie hydraulique, bon, c'est l'une des plus anciennes, mais ça reste la plus propre, on va le dire comme ça, et la plus compétitive. Il faut savoir qu'en fait, on ne fait que emprunter ou stocker l'eau et on la restitue au milieu. On la restitue pour les pêcheurs, pour l'agriculture, pour l'eau potable. Donc, c'est quand même magique. Le combustible, il est gratuit, il tombe du ciel. On fait juste l'emprunter, on le stocke pour les besoins, pour les multiples usages, comme on dit, et on fait de l'électricité avec. L'aménagement de la Durance du Biardon, c'est un aménagement qui permet d'une part d'avoir de la bonne production d'électricité propre à partir de l'hydraulique, mais surtout de répondre aux besoins d'irrigation d'eau potable de la population de la région PACA et de tourisme maintenant qui a pris un développement assez important dans la région PACA et notamment au bord des lacs de Sainte-Croix et de Serponçon. Serponçon est un très grand barrage qui a été pendant longtemps un barrage le plus important au niveau européen, artificiel bien sûr, qui s'étend sur 20 km de long, qui contient, quand il est plein, 1,2 milliard de mètres cubes et qui est en capacité, avec l'automatisation des usines de la Durance et du Biardon, de mettre sur le réseau, en cas de besoin de consommation, l'équivalent de 2 tranches nucléaires en 10 minutes. C'est l'énergie la plus vertueuse dans le cadre de la transition écologique. Au-delà de la production d'électricité, nous gérons un bien commun qui nous appartient, l'eau. Et on sait aujourd'hui les problématiques d'eau, de stress hydrique qu'on est en train de rencontrer. Et donc les barrages, ils jouent un rôle tout à fait essentiel dans la gestion de l'eau. Et ça, très peu de gens le savent, mais à peu près 75% des eaux de surface passent par des barrages en France en fait. Et la gestion de l'eau potable va devenir un problème essentiel pour notre génération et pour les générations futures. On parle d'une ressource qui est en train de s'appauvrir et la question de la régulation de l'eau va devenir un problème vital pour les populations à très court terme. On le voit aujourd'hui avec la sécheresse. Le nucléaire a beaucoup de centrales à l'arrêt. Il y a certaines centrales qui commencent à avoir des difficultés à cause des cours d'eau qui se réchauffent. L'hydraulique peut permettre de participer au refroidissement des cours d'eau. L'hydraulique peut répondre présent pour piloter le réseau quand il y a moins de nucléaire et vice-versa. Il y a la hausse des températures actuelles, une hausse qui a été rarement observée sur des périodes sur le mois de mai. Actuellement, il y a des restrictions sur la centrale nucléaire du Blayais, par exemple, ce qui n'était jamais arrivé sur un mois de mai. Donc il manque de débit d'eau de refroidissement pour les centrales nucléaires aujourd'hui en France. Il faut 43 milliards de mètres cubes d'eau par an aujourd'hui pour refroidir les centrales nucléaires, dont 16 milliards d'eau douce, donc d'eau de surface. Le reste, c'est sur les centrales côtières qui prennent dans l'eau saumâtre ou dans l'eau salée. Et si on prend à titre de comparaison, les réserves du sud-ouest d'EDF sont de 2 milliards de mètres cubes. Donc il faut aujourd'hui, pour refroidir les centrales nucléaires françaises pendant toute l'année, 8 fois les réserves d'eau d'EDF dans le sud-ouest. Et donc EDF a un rôle complètement essentiel dans cette gestion de l'eau et de plus en plus prééminente.
Il joue ce rôle essentiel parce que jusqu'à présent c'était une entreprise publique, mais demain, si son statut évolue, on aurait de quoi être inquiet parce qu'une gestion privée de l'eau, alors qu'on doit faire face à tous ces enjeux de réchauffement, c'est quand même un sacré enjeu et on ne peut pas se permettre de brader ça comme ça. Demain, on pourrait faire d'autres projets, puisqu'il y a des capacités en France, contrairement à ce qui se dit, il y a des projets hydrauliques majeurs qui peuvent être faits, notamment des STEP. Et les STEP, c'est quoi? C'est rien d'autre que des piles qui peuvent répondre aux intermittences des autres énergies nouvelles, solaires, éoliennes, qui sont complètement dépendantes du vent, du soleil, de la météo en général. Il y a dans les tiroirs des projets de STEP, mais jusqu'à présent, on a été confronté à une absence de volonté politique. Peut-être que les tensions actuelles sur les marchés de l'énergie vont permettre de faire émerger de nouveaux projets qui seront faits au bénéfice de tous les Français. Demain, il y avait une multitude d'opérateurs, j'aimerais bien savoir comment on passe l'été et surtout comment on passe l'hiver prochain. C'est quasiment mission impossible. Si demain, dans le cadre de la concurrence, des concurrents venaient à faire payer l'eau de refroidissement des centrales nucléaires, je pense que le prix de l'électricité en France serait démesuré. Compte tenu de tout ce qu'a fait ressortir le rapport Hydro, il est évident qu'il est essentiel de maintenir l'activité Hydro dans le giron public, et notamment au sein d'EDF SA, mais plus largement au sein d'EDF SA qui garderait l'ensemble de ses moyens de production. Parce que ce qu'on a fait ressortir de manière assez importante également, c'est qu'on ne pouvait pas isoler l'hydro des autres moyens de production. Et c'est essentiel de garder ça dans une gestion publique d'État, mais également d'y adjoindre à cette gestion publique d'État la problématique de l'eau. Voilà. C'est aussi une autre conclusion qu'on apporte et une recommandation, c'est qu'on ne peut plus faire comme si on gérait l'électricité indépendamment de l'eau et qu'il faudrait que cette gestion publique d'État donne un pouvoir et une gestion cohérente et intégrée de cette eau également, compte tenu des enjeux qu'on va traverser. Il est indispensable de se mobiliser en tant que citoyen. Il est indispensable de mobiliser nos politiques qui, aujourd'hui, ne sont pas encore complètement conscients de la situation. L'hydraulique en France, moi je partage tout à fait ce qui a été dit. C'est pas possible qu'aujourd'hui, avec les éléments qu'on a en conscience, on puisse dire on va brader les concessions hydrauliques à des acteurs privés dont on ne connaît ni les nationalités ni les motivations par essence, puisqu'on est dans l'actionnariat privé. Et puis on verra bien ce qui se passera. Non, l'Europe, elle doit prendre en compte que beaucoup de choses ont changé et il faut que la France mette un coup de pied dans la fourmilière. Juste vraiment un exemple sur l'hydraulique, c'est que l'injonction européenne qui demande depuis 6 ans à EDF d'offrir ses concessions hydrauliques à la concurrence, pareil, pour le dogme, uniquement pour le dogme, elle amène à ce que les investissements soient gelés sur des modalités d'exploitation nouvelles et sur des nouvelles capacités. Nous, on estime à 8 gigawatts de production d'électricité décarbonée et renouvelable qui ne sont pas mises en œuvre en France parce qu'il y a cette injection européenne qui bloque tout. On va revenir sur l'hydraulique aussi.